20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ Hits & Talk. Bonsoir et bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous de ce soir, nous recevons Pierre Cabaret, député de la République En Marche de la première circonscription de Haute-Garonne. Bonsoir Pierre Cabaret. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Manon Blangy, j'ai la voix un petit peu plus grave, puisqu'en fait une partie de l'équipe est toujours qu'à contact. Mais ne vous inquiétez pas, beaucoup reviennent dès demain dans Storytelling, donc soyez présents. Théo Grévin, lui, est à mes côtés ce soir pour aborder les sujets qui ont fait l'actualité de ces derniers jours. Parmi eux, l'élection présidentielle. Un nouveau sondage confirme le scénario d'un duel de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au profit du président sortant. Au premier tour, par contre, la candidate RN ferait la course en tête dans tous les cas de figure. On verra quelles sont les solutions pour la République En Marche en vue de 2022. C'était il y a quelques minutes dans l'hémicycle. Vous y étiez, Pierre Cabaret. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi Dupond-Moretti et ces mesures qui vont de l'enquête à la détention. Un vote sans la gauche ni la droite et des propositions contestées. Enfin, allons-nous vivre un été normal si les chiffres concernant la transmission et l'hospitalisation continuent de baisser et que la vaccination accélère encore? La France pourra peut-être passer un été sans reprise épidémique de Covid-19. C'est en tout cas l'hypothèse des dernières simulations de l'Institut Pasteur. On fait le point sur la situation sanitaire dans quelques instants. N'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou sur tous nos réseaux sociaux en tapant Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est parti pour une heure de politique avec Pierre Cabaret. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Juste avant de revenir sur votre parcours, Pierre Cabaret, la rédaction politique de 20h l'invité a choisi le mot du jour, l'actualité qui a retenu notre attention en ce mardi 25 mai. Ce mot, c'est impunité. Impunité pour les autorités biélorusses, puisqu'alors qu'elles ont détourné un avion de ligne européen dimanche pour interpeller un opposant au régime, le journaliste Roman Protasevich, eh bien, les sanctions lourdes tardent. À ce jour, l'Union européenne et la France exigent seulement la libération de l'opposant politique, mais aucune sanction ferme n'a été prise à l'encontre du président Alexandre Loukachenko, à part un gel d'un programme européen d'investissement. Pourtant, c'est un acte rare d'agressivité de la part d'un régime de plus en plus décomplexé. Pierre Cabaret, la France doit-elle être plus ferme ? Alors, au niveau des affaires étrangères, nous avons signé une tribune qui, évidemment, montre la fermeté. Est-ce qu'une tribune suffit aujourd'hui ? Non, absolument pas. La tribune ne suffit pas. Je pense que la Biélorussie est montée encore d'un cran. Ce cran-là, il faut vraiment avoir une mesure forte. Cette mesure forte, elle doit venir de la France, certes, mais pour être encore plus forte et pour montrer à quel point l'Union européenne est importante, je crois que chaque Français, chaque membre de l'Union européenne doit prendre conscience que c'est à cet ensemble de 27 pays, et ce sont ces pays-là qui doivent réagir et ensemble et d'une seule voix. Et je crois que là, la voix sera forte. Quelle forme elle doit prendre cette mesure forte ? Écoutez, on n'a pas hésité à prendre des mesures économiques contre la Russie. Donc peut-être prendre des mesures économiques, mais aussi, je crois qu'il y a un cadre de survol qui est interdit aux Biélorusses. C'est pas suffisant, mais c'est évidemment pas suffisant. Je crois que chacun de nous ne comprendrait pas qu'on s'en tienne là, en tout cas. Merci, Pierre Cabaret. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h04 sur Fréquence ESJ Hits & Talk. On est ensemble dans 20h l'invité jusqu'à 21h. Et juste avant d'aborder les différents sujets qui ont fait l'actualité de ces derniers jours dans le monde politique, on revient, comme pour chaque invité, sur votre parcours en ce début d'émission, Pierre Cabaret. Pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore, on retrace le film de votre vie. Une vie secouée par des polémiques et qui a commencé en Haute-Garonne, où vous êtes aujourd'hui député. Vous êtes né à Toulouse et vous êtes devenu prothésiste dentaire. Mais c'est seulement à 45 ans que vous êtes présenté pour la première fois à une élection, les législatives de 2002, dans votre circonscription actuelle. Pourquoi vous vous êtes lancé si tard et qu'est-ce qui vous a décidé à ce moment-là ? Alors, je me suis lancé un petit peu plus tôt.
Je me suis lancé sur des élections plus locales, c'est-à-dire des élections départementales. C'est vrai que la première législative, j'ai faite en 2002 et avec Corinne Lepage, nous avons monté Cap 21 ensemble. Cap 21, c'était pour répondre à l'environnement et un souci de santé et environnement. Cap 21, pour expliquer, c'est une sorte de micro-parti écologiste. C'est un micro-parti environnemental. De centre-droit. De centre-droit, si vous souhaitez. Mais enfin, moi, j'ai pas envie de me situer sur l'échiquier politique au centre à droite ni au centre gauche, d'ailleurs. En tout cas, vous étiez liste divers droits en 2002. En tout cas, j'étais engagé avec Corinne Lepage en 2002 et j'ai défendu les couleurs de Corinne Lepage et de l'environnement couplé à l'écologie, à l'économie. C'est très important. Comment il est né cet engagement à 45 ans? On imagine qu'il y a eu d'autres expériences politiques avant, peut-être qu'il y a eu autre chose. Comment est né cet engagement? Moi, j'ai fait une rencontre formidable dans ma vie. D'abord, je suis issu d'une classe de 3e. Après la 3e, je me suis orienté vers la prothèse dentaire. C'est un CAP de prothèse dentaire. Et en 3e, j'ai fait un grand concours et j'ai gagné ce premier prix et le prix national de poésie qui m'a été remis par Simone Veil. Alors c'est vrai que quand on a 17 ans, on ne sait pas qui est forcément Simone Veil, on creuse un peu et puis après on voit cette rencontre et on voit comme ces rencontres marquent une vie. C'est-à-dire ce sont des réformes, c'est une femme volontaire et c'est un engagement politique. Je me suis dit en politique on peut mettre l'accent sur des choses et on peut influer sur des choses. Donc à ce moment-là, la naissance de votre envie politique et jusqu'où c'est allé, parce que là pour l'instant il y a un trou dans votre CV quand même entre l'adolescence, la 3e et les 45 ans et l'élection. Oui, il y a un grand trou, mais c'est un engagement politique fort avec Corinne Lepage et politique extrêmement intensif avant, c'est-à-dire en me disant les partis politiques ne sont pas absolument nécessaires pour une élection et c'est pour ça que je me suis présenté seul sur des élections locales avec toujours mes moyens. Et justement, cette élection de 2002, elle va vous apporter son lot d'ennuis, à savoir un an d'inéligibilité suite au rejet de vos comptes de campagne. Vous avez plaidé à l'époque l'inexpérience en expliquant qu'il y a inéligibilité et inéligibilité. Pourtant les règles, vous étiez censé les connaître. Oui, c'est difficile. Si vous voulez, les comptes de campagne, on m'a reproché d'avoir dépensé 70 € de ma propre poche. Et on a normalement un mandataire financier. Ce mandataire financier était donné par le parti, c'est-à-dire Cap 21. Et j'ai déclaré ce qui était juste, c'est-à-dire j'ai déclaré les sommes que j'avais dépensées de ma poche, 70 € pour cette campagne. J'ai été déclaré inéligible un an. Franchement, inéligible un an. Et cette affaire, le problème, c'est qu'elle va ressortir 15 ans plus tard, lors de votre candidature en 2017. Vous aviez l'impression que c'était un petit peu un coup monté qu'on vous ressorte cette affaire 15 ans plus tard. Vous savez, je crois que à ce moment-là, en 2017, l'élection de la personne qui se présentait à côté d'Emmanuel Macron était quand même dans une position très favorable, de façon Parce qu'à l'époque, vous n'avez pas déclaré avoir eu cette année d'inéligibilité. Alors, en France, on a un droit à l'oubli de 10 ans. C'est-à-dire, c'est important quand même de maintenir ce droit-là. Oui, mais sauf que vous aviez déclaré que si vous aviez estimé que c'était important, vous l'auriez dit. Pourtant, vous ne l'avez pas fait. Tout à fait. Mais j'ai complètement oublié de le dire. On peut me croire sincère sur cette forme-là. Bon, vous avez finalement tenu bon et vous avez intégré le groupe La République En Marche à l'Assemblée. Mais 2 ans après votre élection, une nouvelle affaire éclate. Une ancienne collaboratrice vous accuse de harcèlement sexuel et moral. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, cette affaire ? Cette affaire, elle est toujours à l'instruction. Et d'ailleurs, peut-être que finalement, cette affaire, lorsqu'on l'inverse, en ce moment, il y a ce sera peut-être intéressant de voir la suite. Bon, pour l'instant, l'instruction est en cours. Vous savez, on écoute beaucoup et c'est normal. C'était extrêmement préoccupant, mais j'aimerais qu'on m'entende aussi de la même façon. Voilà. Parce qu'il faut noter que vous étiez vice-président de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée. Vous avez donc porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Absolument. On comprend donc que c'était une situation, c'est toujours une situation très délicate pour vous. Mais 4 anciens collègues confirment les faits dans l'enquête. Les collaborateurs... Non.
Il ne confirme pas les faits. Selon Mediapart, en tout cas, il corrobore la version qui est donnée des collaborateurs qui vous ont tous quitté, que vous avez licenciés en quelques mois, où ils vous ont quitté, vous les avez licenciés. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette fuite des cerveaux, ce moment où vous vous retrouvez seul ? Fuite des cerveaux. Ce moment où je me retrouve seul, c'est le 12 décembre 2018. J'ai un collaborateur qui rentre, qui se comporte d'une triste façon, et de fait, je lui demande d'essayer d'étudier un peu la situation. Et ensuite, j'ai demandé à la collaboratrice, mais qui est aussi, attention, celle qui m'accuse, qui est aussi votre suppléante. C'est aussi ma suppléante, surtout. Donc, situation très complexe. C'est une situation un peu particulière, oui. Et c'est surtout, elle me rapporte des faits qui se seraient passés au mariage de mon fils. Il y a aussi 4 témoins qui disent l'inverse. Donc, oui, pour l'instant, vous êtes présumé innocent, en tout cas, et la justice fera son œuvre. Oui. Mais vous avez déclaré, j'ai besoin qu'on respecte ma façon de travailler. Si un collaborateur veut partir, qu'il le fasse. On a aussi eu des collaborateurs qui ont... venu à l'encontre de votre façon de travailler. Est-ce qu'après ça, vous avez peut-être mis un peu d'eau dans votre vin, vous êtes dit qu'il fallait remettre en cause vos méthodes? Non, je crois que les méthodes dont les collaborateurs parlent, ce sont des méthodes extrêmement extrêmes dont ils parlent et qui n'ont jamais eu lieu. Donc, vous savez, depuis 2017, donc vous récusez je garde toute accusation de vos collaborateurs. Écoutez, on m'accuse de choses sans me donner la moindre preuve. C'est quand même curieux. Mais depuis 2017, j'ai tous les SMS, tous les mails de tous mes collaborateurs. Et ces SMS et tous les mails, je les mets à la disposition de la justice. Vous voyez, la même personne qui m'accuse de ça, c'est-à-dire ma suppléante, me dit sur un de ses mails, alors que je veux embaucher une personne handicapée, elle me dit, surtout n'embauche pas une personne handicapée parce que tu auras beaucoup de mal à t'en séparer et tu sais à quel point les gens sont... je ne vous lirai pas tout ce mail, mais tout est à la disposition. On imagine que la justice le lira. Croyez-moi, c'est pas aussi simple que l'environnement dont on fait. Les différends sont réglés devant la justice. Merci. Ça m'a beaucoup atteint, en tout cas. Sachez que ça m'a beaucoup atteint. Et dans ma vie, ça m'a beaucoup atteint. Et je remercie infiniment mes enfants et ma compagne, qui sont toujours restés fidèles. Merci Pierre Cabaret. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h12 sur Fréquence ESJ, Eats and Talk. Bientôt tous vaccinés. D'ici la mi-juin, le gouvernement a prévu d'administrer au moins une dose de vaccin à 30 millions de Français. On s'intéresse à la faisabilité de cet objectif dans quelques instants avec vous, Pierre Cabaret, ainsi qu'au déconfinement amorcé il y a une semaine. Tout ça, ce sera juste après Not Usually Like This de Sian Ducrot sur Fréquence ESJ, Eats and Talk. 20h16 sur Fréquence ESJ, Eats and Talk. On est toujours avec Pierre Cabaret, député de la première circonscription de Haute-Garonne, député La République En Marche. N'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission avec le hashtag Fréquence ESJ ou sur tous nos réseaux sociaux avec le @Fréquence ESJ. On lit une de vos questions en fin d'émission. Il y a une semaine, après plusieurs mois de fermeture, les Français ont pu à nouveau profiter des terrasses, de restaurants, de la réouverture de certains commerces et de lieux culturels un peu partout en France. Des images de joie qui font évidemment plaisir, mais rappellent celle de la sortie du premier confinement, considéré comme précipité et mal organisé par une majeure partie de la communauté scientifique. Alors, comment garantir une sécurité sanitaire tout en profitant de ce retour à la vie presque normale? Élément de réponse avec Théo Grévin. Bonsoir Théo. Bonsoir Bastien, bonsoir Pierre Cabaret. Bonsoir. Vous avez sûrement vu hier les images de célébration du titre de champion de France de Lille. Est-ce que ces images vous ont semblé déraisonnables ? Je crois qu'après une période telle que l'on vit, et depuis un an, il ne faut pas s'attendre à quand même trouver une France raisonnable sur ces choses-là et des jeunes raisonnables. Qu'est-ce que le raisonnable ? Je crois que... C'est-à-dire vous acceptez qu'il y ait une baisse du respect des gestes barrières? Il y a un moment où on baisse la garde. C'est arrivé. C'est déraisonnable dans cette idée-là. Mais vous savez, les gens souffrent. Et nous souffrons tous depuis plus d'1 an. Alors, déraisonnable, ça voudrait dire répréhensible. Non, je crois que
Voilà, chacun saura retrouver tous les gestes barrières qui constituent notre sécurité sanitaire. Dans le même temps, il y a eu plusieurs rassemblements en plein air ces derniers mois. Il y en a eu pour le carnaval de Marseille, il y en a eu les supporters parisiens, c'est à retrouver aussi l'année dernière. Aucun cluster n'a été déclaré. Est-ce qu'on dramatise pas un peu trop sur ces événements qui se déroulent en plein air ? Alors moi, j'ai pas tendance à vouloir prendre le poste de sachant, hein. C'est-à-dire que moi je suis prothésiste dentaire, posez-moi des questions sur les dents, posez-moi des questions sur mon mandat de député, mais posez-moi des questions On va rester sur la députation si vous le voulez bien. Sur le fait de transmission de cette maladie ou pas. Moi je crois qu'on a énormément de points d'interrogation, mais le point d'interrogation que je me pose, c'est comment la France va-t-elle repartir aujourd'hui en ayant des gestes sanitaires aussi forts que ceux que nous avions il y a 6 mois. Je crois qu'il faut lâcher un peu la pression. Alors justement, la France s'ouvre à nouveau depuis mercredi dernier. Les bars, restaurants peuvent à nouveau accueillir des clients en terrasse. Est-ce que vous craignez, en tant que député, là, un rétro-pédalage dans les prochaines semaines, voire cet été ? Alors moi, ce que je craignais l'été dernier, ce que j'ai vu se faire l'été dernier, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu une prise de conscience importante de la population, mais aussi de la part de certains tenanciers et certains patrons de bars ou de restaurants sur ces prises de risques. Cette fois-ci, j'aimerais que on nous fasse vraiment une démonstration claire que nous sommes là pour tous éviter ces risques-là. Mais là, vous voyez que c'est pas le cas. Il y a plein d'images à Amiens, notamment, où les mesures ne sont pas du tout respectées. Pour vous, est-ce qu'il faut prendre là des mesures très rapidement, parce que ça fait déjà quasiment une semaine ? D'abord, il y a des gens qui les respectent, et ils sont en majorité. Ensuite, effectivement, je trouve les terrasses de café un peu serrées, un peu bondées et un peu anarchiques parfois. Oui, il faudra qu'effectivement, il y a des règles. Il faut que les règles s'appliquent, c'est tout. Il faut faire appliquer ces règles. Ceux qui ne respectent pas les jauges actuellement, c'est aussi parce qu'ils ont rouvert, à l'inverse de beaucoup de bars, restaurants qui ne font pas l'effort d'ouvrir et qui profitent toujours des aides. Est-ce que là, les contraintes, elles ne sont pas trop importantes, justement, pour les bars et les restaurants ? Alors, il y a 2 choses. Soit on applique la loi, soit on ne l'applique pas. Si on applique la loi, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui ne respectent pas les jauges doivent absolument être pénalisés. Par rapport à ceux Mais ceux qui ne respectent pas les jauges, c'est aussi peut-être qu'ils ne sont pas rentables. Ah ben dans ces cas-là, ils n'ouvrent pas et ils continuent à bénéficier des aides. Je crois que, ou bien alors, ça veut dire qu'il n'y aurait aucune réouverture jusqu'à la réouverture totale. Si on parle de termes de rentabilité, je crois que ceux qui réouvrent ont décidé de réouvrir pour 2 raisons. Il y a une raison de rentabilité et une raison de lien à travers les gens. Je crois qu'il faut rien négliger dans tout ça. Si dans les prochaines semaines, on le disait, la situation se dégrade, est-ce qu'il faudra, selon vous, territorialiser tout ça en fonction, reconfiner par exemple une ville, une région ? Si la situation se dégrade, je pense que la vaccination quand même est poussée et va de plus en plus et poussée de plus en plus fort. Donc elle nous protège de cette dégradation. Je suis pas certain que ça se dégrade. Je suis pas certain que les clusters soient si facilement établis avec le nombre de gens qui vont se contaminer les uns les autres. Je suis pas certain que ce soit aussi logique que ça. On est face à un virus dont notre logique est mise à mal. Donc laissons aussi les gens créer du lien les uns avec les autres et recréer ce lien-là qui nous a tellement fait défaut. Merci Pierre Cabaret. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h21 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Pierre Cabaret, député de la première circonscription de Haute-Garonne, est avec nous jusqu'à 21h. Si vous et réécouter en entier cette émission, elle le sera en audio sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. On basculera dans une nouvelle ère quand nous aurons 60% de notre population vaccinée. Ces mots, ce sont ceux du professeur Arnaud Fontanet. Les mesures ne pourront s'arrêter que quand une majeure partie de la population sera vaccinée, et pour atteindre son objectif de 30 millions de primo-vaccinés d'ici la mi-juin, le gouvernement a avancé de 2 semaines l'ouverture de la vaccination à tous les adultes, et ce, grâce au stock important de vaccins à disposition des centres. On fait le point sur l'évolution de la campagne vaccinale avec Théo Grévin. Pierre Cabaret, 23% des plus de 65 ans n'ont toujours pas reçu une dose de vaccin. Est-ce que ce chiffre, il vous inquiète quand on sait que cette population, elle peut se faire vacciner depuis plusieurs mois maintenant ?
cette population est à vacciner en priorité, bien sûr. Et ça, on le dit depuis plusieurs mois aussi. On le dit depuis plusieurs mois, mais souvenez-vous qu'au début, il y avait beaucoup de réticence à ce vaccin-là. Et finalement, on arrive à avoir une acceptation et une nécessité absolue et de faire accepter chacun de pouvoir... il y aura toujours des personnes qui ne seront pas vaccinées dans une tranche d'âge. Selon vous, ces personnes-là qui ne se font pas vacciner, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, les moyens technologiques notamment, ou c'est qu'elles ne veulent pas se faire vacciner ? Je crois que si au début il était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui de se faire vacciner, aujourd'hui c'est devenu une chose sinon simple, du moins très accessible. Alors c'est difficile aussi pour une personne âgée, excusez-moi, de prendre Internet et puis d'aller se mettre sur un poste et puis d'aller prendre rendez-vous. Là, il faut que le lien des générations puissent... elles sont pas seules. On a l'impression qu'aujourd'hui on est seuls. Non, les personnes âgées sont pas seules non plus. Enfin, il y a des enfants, des petits-enfants, tout le monde peut participer à tout ça. Selon vous, c'est à la famille d'aider, y compris le député d'ailleurs. Âgées. Je le fais dans ma propre circonscription. C'est donc aux élus locaux aussi d'aider les personnes en difficulté à prendre rendez-vous. C'est à tous les élus, et croyez-moi que dans ma permanence, je ne suis pas un élu local et pourtant j'y suis extrêmement souvent. Je suis un élu de terrain aussi et j'ai déjà pris des rendez-vous, bien sûr. Et ma permanence est ouverte à tout ce genre de choses. Oui. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'il fallait ouvrir la vaccination à toute la population ? C'est à partir du 31 mai et c'est déjà le cas dans les faits. Je crois qu'il fallait, oui. Bien sûr qu'il le faut. Il faut ouvrir la vaccination à toute la population, bien sûr. Ça a été fait trop tard ? Non, je crois pas. Vous savez, c'est difficile de dire trop tard, trop tôt sur des choses qui ont été décidées. On a vu les choses de semaine en semaine évoluer, parfois de façon positive et parfois de façon négative. Donc, je crois qu'on peut pas en vouloir quand même et pointer du doigt un responsable précis sur ce qui n'a pas été fait. Je crois que on a vraiment mis en place tout le dispositif nécessaire. Alors bien sûr, dans les dispositifs, il y a toujours des oublis, il y a toujours des personnes qui peuvent pas, il y a toujours... Oui, mais 20% c'est beaucoup encore, mais je suis sûr que c'est un pourcentage qui va diminuer largement. La stratégie, elle a été beaucoup critiquée, notamment par les oppositions. Selon vous, là aujourd'hui, il n'y a plus de doute, c'était la bonne stratégie, il n'y a pas eu forcément de grossières erreurs Alors franchement, ces derniers mois. Je vais vous donner vraiment mon sentiment. Quand on fait de l'opposition sur un plan sanitaire, mais ils s'en foutent. Ou soit les politiques sont complètement timbrés, soit dans ces cas-là, on propose des mesures et chacun est capable de pouvoir réfléchir aux mesures que propose l'autre, que ce soit la gauche, la droite, l'extrême gauche ou l'extrême droite. Enfin, mais quand ça fait 1 an que ça dure, selon vous, les opposants politiques n'ont pas le droit de prendre la parole en tout ce qui concerne le sanitaire? Ah ben bien sûr que si, qu'ils ont le droit de la prendre, mais dans la mesure où ils la prennent, qu'ils nous donnent la solution aussi. Ça, ce sera intéressant. Et c'est facile de dire, il aurait fallu mettre en place ceci ou cela, et ça aurait mieux marché, ça aurait mieux fonctionné. Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile de dire ça. On a un pays qui a fonctionné, tout n'a peut-être pas été fait dans le sens de chacun, mais tout a été fait en tout cas pour préserver sur un plan sanitaire et sur un plan moral l'intégrité de chacun. Oui. Aux États-Unis, Joe Biden a annoncé que les personnes vaccinées n'auraient plus besoin du masque en extérieur. En France, il y a beaucoup de personnes vaccinées, ça dure depuis plusieurs mois et on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de récompense. Et Joe Biden a utilisé ce terme de récompense. Pourquoi actuellement en France, il n'y a toujours pas l'autorisation de retirer le masque? Eh bien parce que comme ça, on garde cette protection sanitaire de façon plus complète sur l'ensemble des personnes. Je suis persuadé que dès que nous aurons des chiffres qui à la baisse, et ils sont à la baisse significative, on aura des mesures moins contraignantes et on est dans un système où on prend soin des personnes et prend des précautions. Et ces précautions vont au-delà d'un aspect politique pur. Le 9 juin prochain, le pass sanitaire entrera en vigueur pour tous les événements donc de plus de 1000 personnes, stade, festival ou Disneyland. Finalement, l'obligation de se faire vacciner, est-ce qu'elle passe par ce pass sanitaire, pardon? Il n'y a pas d'obligation de se faire vacciner, on le sait tous. Il y a une obligation morale de pouvoir respecter effectivement dans un cadre de pandémie. Il y a une obligation pour rentrer dans un événement où il y a plus de 1000 personnes finalement. Je pense moi je suis favorable
se passe, et je pense que c'est tout à fait important de pouvoir sécuriser ces endroits-là, même si on n'a pas de façon extrêmement précise la façon dont on peut contaminer l'autre. Merci Pierre Cabaret. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h28 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On est dans 20h l'invité jusqu'à 21h et on évoque dans quelques instants la course à la présidentielle à moins d'1 an de l'échéance, alors que les sondages annoncent un nouveau duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour. Et on se penche sur un thème central de scrutin également, celui de la sécurité. Juste avant ça, c'est Rise de Lost Frequencies sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h31 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Toujours avec Pierre Cabaret, député La République En Marche de la première circonscription de Haute-Garonne. Dans cette édition de 20h l'invité, on est ensemble jusqu'à 21h pour passer en revue les différents sujets qui ont fait l'actualité ces derniers jours et qui importeront dans les prochains mois, comme l'élection présidentielle qui arrive à grands pas. D'ailleurs, si la situation sanitaire sera l'un des thèmes importants de 2022, la sécurité le sera aussi. Les polémiques et les drames de ces dernières semaines, comme les assassinats de 2 policiers ou encore les menaces de poursuite de Gérald Darmanin envers Audrey Pulvar, divise plus que jamais la classe politique. Pour tenter de calmer les polémiques et rappeler l'importance de la justice, le projet de loi d'Éric Dupond-Moretti est sur le pont. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un vote cet après-midi à l'Assemblée nationale. Théo Grévin. Le projet de loi, donc confiance dans la justice, il a été adopté en début de soirée à l'Assemblée. Une confiance loin d'être gagnée au vu des derniers événements en France. Pierre Cabaret, ça va suffire ce projet de loi pour rétablir une sorte de confiance en la justice ? Moi, je voudrais vraiment un projet de loi confiance dans l'éducation. Parce que il faut tout miser sur l'éducation, selon vous. Je crois que la base de notre société, c'est l'éducation. Je crois que ce qui manque le plus, c'est ça. Confiance dans la justice, oui, c'est nécessaire, bien sûr. C'est nécessaire. Une loi comme celle-ci est nécessaire parce qu'elle peut marquer une évolution aussi. Une loi n'est pas figée, normalement. Donc c'est important. Maintenant, vous dire que une personne, lorsqu'elle va spontanément ou mettre un couteau dans un flic ou lui tirer dessus, je ne suis pas certain que lui mettre 20 ans ou 30 ans soit vraiment une barrière importante. C'est-à-dire, il faut quoi pour ces personnes-là qui commettent des actes comme ça ? Qui commettent des actes comme ça, je crois qu'il faut vraiment être dans le fait de rééduquer à une vie de société, de les éduquer pour certains à une vie de société. Mais je ne crois pas que parce que l'on va passer 30 ans ou 20 ans en prison, on sera mieux éduqué, en tout cas. Je crois mais il faut le prendre en amont, cette prévention par l'éducation. Il faudra en parler un jour. Il faudra que l'instruction est obligatoire. L'éducation doit l'être sur un même plan. Quand vous prenez un gamin de 11 ans qui fait le pet là, en bas de l'immeuble, quand la police l'arrête, mais les pauvres, ils le remettent aux parents. Mais ils savent très bien que de toute façon, les parents, s'ils étaient au pied de l'immeuble, les parents vont les laisser. Donc il faut quoi pour ces enfants-là, par exemple ? Pour ces enfants-là, il faut carrément leur faire un stage qui les valorise, qui leur dise « mais tu peux faire autre chose dans ta vie et on va t'aider ». Je suis prêt en tant que politique à parrainer des enfants pour pouvoir les aider. Et c'est très très important. Très très important de donner à un enfant la possibilité d'avoir une vision autre que celle que le bas de son immeuble lui donne. Et puis pour la police, c'est super difficile. Alors, en plus, lorsque vous brûlez un feu, vous avez 4 points en moins. 4 points en moins, vous les récupérez avec 2 jours de stage. Lorsque vous faites le pet en bas d'un immeuble quand vous avez 11 ans et que vous avez quand même d'autres possibilités dans la vie que de faire le pet de l'immeuble pendant tout le temps, vous avez rien. Mais il faut sortir de ce système-là. L'éducation, c'est la base. Le projet de loi, l'objectif, c'est de rétablir le lien entre les citoyens et leur justice. Pourtant, un article prévoit la généralisation des cours criminelles départementales sans jury populaire, donc pour désengorger les assises. Est-ce que c'est pas à contre-courant de l'objectif du texte ? Je crois que le jury populaire est plus sévère souvent que le jury de juge.
C'est ce qui a été remarqué. Alors peut-être que mettre des personnes compétentes, parce que le juge, c'est une personnalité compétente, elle a appris les choses. Elle sait aussi que lorsqu'elle condamne quelqu'un, il peut aussi avoir des peines aménagées, ou il peut bénéficier de certaines autres choses et de certaines autres mesures, ce que ne connaît pas véritablement le jury d'assises. Et c'est justement l'objectif du jury populaire. Ces assemblées permettent une expertise particulière qui constitue un garde-fou, avait expliqué cet universitaire au Monde. Est-ce que finalement on rompt pas un peu plus là le lien entre les citoyens et la justice ? Moi, je crois que le lien avec les citoyens, je crois qu'Emmanuel Macron a essayé de l'avoir avec la consultation citoyenne, en tout cas, et il a réussi. Il a aussi fait ça avec les 150 personnes sur la consultation, et il a réussi. Dans une cour d'assises, c'est quand même très différent. On juge des personnes qui ont commis des faits et des délits extrêmement graves. Alors, est-ce que vraiment le citoyen a sa place dans cet environnement-là qui fait la reconstruction ou la déchéance totale d'une personne? Je crois qu'on a tous envie, quand ça nous arrive, que la personne soit sévèrement. Moi, j'ai eu une prise d'otage sur ma circonscription. Le jeune avait 17 ans. Il a pris 2 ans ferme. C'est rien, 2 ans, aux yeux des gens. Moi, je ne leur conseille pas quand même d'en prendre 2. Mais selon vous, par exemple, pour ce jeune-là, il ne faudrait pas de peine de prison. Mais c'est pas ça. C'est qu'il faudrait expliquer sa peine. S'il a pris 2 ans, c'est que justement, il avait un projet derrière. Est-ce que vraiment on a le droit, pour un jeune pareil, de lui coller le maximum, ce que peut faire un jury populaire souvent, un maximum qui va l'handicaper sur toute la réinsertion de sa vie. Moi, je préfère un jeune qui fasse 2 ans de prison et qui ait vraiment un projet de réinsertion derrière, plutôt qu'un jeune qui fasse 10 ans de prison et à qui on ouvre la porte et qui n'aura que d'autres objectifs que de la récidive. Il ne faut pas oublier que cette récidive, elle est cruellement présente en France. Donc c'est une matière à la fois, je vous le redis, cette éducation, c'est tellement important, tellement important. Merci Pierre Cabaret. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h38 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Si vous venez de nous rejoindre, Pierre Cabaret, député La République En Marche de la première circonscription de Haute-Garonne, est avec nous jusqu'à 21h. Alors surtout, n'hésitez pas à lui poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. On en sélectionne une à la fin de l'émission. Un second tour inévitable entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est l'hypothèse qui se renforce un peu plus selon un dernier baromètre IFOP pour LCI et Le Figaro paru hier. Au premier tour, la candidate Rassemblement National ferait la course en tête dans tous les cas de figure. Alors pour éviter de perdre l'Élysée, une alliance est-elle envisageable entre les Républicains et La République En Marche au second tour par exemple? Pour l'instant, le dernier épisode en date de tentative de rapprochement entre les deux partis en région PACA ne laisse rien présager de bon. Pendant ce temps, Emmanuel Macron soigne sa communication auprès des jeunes pour s'assurer un réservoir électoral. Théo Grévin. Pierre Cabaret, une victoire de La République En Marche en 2022, ça arrivera si et seulement si Emmanuel Macron est candidat à sa réélection? Je ne crois pas que ce soit une victoire de La République En Marche en 2022. Ce sera la victoire d'un nombre de mouvements qui s'associent à cette idée qu'avait Emmanuel Macron en 2017 et qu'il a maintenue, c'est-à-dire celle d'aller au-delà des partis. C'est uniquement ça qui peut nous faire gagner en 2022. Et il faut faire gagner la France. Maintenant, il y a aussi autre chose. Il y a un programme. Pour l'instant, les programmes ne sont pas établis. Sur les mouvements, c'est-à-dire, parce que justement, le but d'En Marche, c'était de réunir toutes les pensées. Là, il faudrait un autre mouvement qui réunisse là encore toutes les pensées. Est-ce que vraiment il faut un autre mouvement établi pour réunir toutes les pensées? Moi, je crois qu'il faut surtout avoir suffisamment d'ouverture pour réunir les pensées de chacun et pouvoir les intégrer dans un mouvement de groupe. Oui. Et La République En Marche ne peut pas le faire aujourd'hui. Je crois que la République En Marche montre des difficultés finalement, alors que c'est un grand parti, que c'est un parti qui est ouvert, qui a un éventail terrible de personnes, qui vont de certaines convictions à d'autres spécificités. Eh bien, elle n'arrive pas à donner cet élan nécessaire. Mais cet élan nécessaire, il avait été donné en 2017 par Emmanuel Macron au-delà des partis politiques. Alors en 2022, Emmanuel Macron ne peut pas gagner tout seul avec La République En Marche. Il faudra forcément s'allier.
Moi, je pense que de toute façon, pour conduire la France, il faut absolument allier chacun et allier toutes les énergies et toutes les différences pour pouvoir vraiment constituer un groupe qui réponde à ce qu'attendent et ce qu'attendent impatiemment les Français, c'est-à-dire appliquer les lois, et 2, un véritable projet. Donc, pour l'instant, on a laissé, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on a laissé le Front National avoir et exposer vraiment les faits, mais sans avoir la bonne manière de pouvoir gérer ces problèmes. Et justement, aujourd'hui, il faut donner. Macron-Le Pen, selon vous, il n'y a pas d'autre issue là, ou il faudrait une autre issue? Moi, je pense qu'il y a un an, en 2016, à la même époque, nous ne savions pas qui serait président, ou en tout cas, on ne supputait pas les bons, ou quelque chose m'a échappé. Donc, moi, je pense que l'issue d'Emmanuel Macron, et vous savez que je suis absolument convaincu qu'Emmanuel Macron est un excellent président et qu'il saura faire un deuxième mandat, et un excellent deuxième mandat. Maintenant, vous dire que ce mandat peut se passer, et d'ailleurs, il ne se passe pas aujourd'hui. On a énormément d'échanges entre nous, et vous le voyez bien, la REM n'est pas le parti homogène où on ne discute pas. Il y a toujours des gens qui sont non pas en opposition, mais en discussion. Eh bien, je crois que ça, on peut l'avoir bien au-delà de la REM. Est-ce que, selon vous, les Français seraient prêts à se tourner vers les extrêmes en 2022, là, prochainement ? J'en ai peur. J'ai peur que les Français puissent se dire que c'est jamais exclu. Vous savez, c'est un vote. Il faut absolument présenter et très rapidement non seulement le projet, la façon d'y arriver, et on voit bien à quel point les lois que nous faisons doivent être une réponse sur le terrain et une application de ce qu'attendent les Français. Mais il reste très peu de temps finalement, donc si les Français, comme vous le dites, sont prêts à se tourner vers les extrêmes, est-ce que vous seriez d'accord pour que La République En Marche se tourne là aussi vers d'autres partis, pourquoi pas les Républicains, Xavier Bertrand? Moi, je suis absolument d'accord pour que La République En Marche se tourne sur les autres partis, bien sûr, à titre personnel, pour pouvoir éviter le Front National, bien sûr. Et vers quel autre parti? Écoutez, à droite, il y a les Républicains, et je pense que sur notre gauche, on a le Parti Socialiste. Enfin, aujourd'hui, j'ai un rapport sur le spatial, aujourd'hui, qui m'a été confié. Je le fais avec Jean-Paul Lecoq, qui est communiste, et tout se passe très bien. Hein. On parle de façon extrêmement positive. Donc, je crois que les idées extrêmes et la façon extrême de pouvoir les exprimer n'ont jamais constitué un groupe fort pour pouvoir faire qu'un pays avance. Non, il faut faire retourner les gens à cette politique, mais cette politique de terrain, et on n'y retournera qu'à partir du moment où le politique a conscience que, franchement, il a dérivé. Il y a une dérive. C'est tout. On n'intéresse pas les gens sur le bas de leur immeuble. Donc, il faut retourner à ça. Et on est en train de le faire. Et je pense que ce mandat a été un mandat charnière qui va d'une politique un peu abstraite vers une politique un peu plus concrète. Pour 2022, les 25-34 ans votent aujourd'hui, donc majoritairement Rassemblement National, tandis que les 18-24 ans hésitent entre Macron, Mélenchon ou l'abstention. La solution, c'est McFly et Carlito, Pierre Cabaret. Les deux youtubeurs, on le rappelle, qui ont fait une vidéo avec Emmanuel Macron. Oui. Non, c'est pas une solution. C'est juste un terrain de séduction pour essayer d'amener les personnes à pouvoir. Ça a fait grincer des dents au sein même de la majorité. Est-ce que vous approuvez cette nouvelle forme de communication? Moi, je pense que, vous savez, il faut pouvoir être transgressif dans ce domaine-là. Hein. Et je pense que, mes collaborateurs disent qu'il avait des idées loufoques. Ça veut dire quoi, une idée loufoque en politique? Ça veut dire que ce sont des idées novatrices. Il faut aller vers ce que les personnes choisissent, ont envie d'aller. Les politiques, franchement, on est désuet face à ça. Et Emmanuel Macron est loin d'être désuet. C'est un type qui entraîne, c'est un président qui entraîne. Et c'est un président qui nous entraîne. Il n'y a pas un autre président en fin de mandat
qui est sa popularité et sa cote de confiance. Moi, je trouve que c'est... Franchement, bien sûr qu'il y aura des personnes pour dire il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, mais grand Dieu. Une nouvelle forme de communication qui est donc la bonne selon vous. Merci Pierre Cabaret. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h45 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On fait un point dans quelques instants sur 2 sujets qui vous concernent de près, Pierre Cabaret. D'un côté, les élections régionales en Occitanie, votre région, où La République En Marche semble en retrait. Et de l'autre, un sujet contre lequel Gérald Darmanin est parti en guerre depuis plusieurs semaines, le cannabis. Juste avant ça, c'est Never Going Home de Kungs sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h48 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk, avec Pierre Cabaret, député La République En Marche de la première circonscription de Haute-Garonne, pour encore un petit quart d'heure dans cette édition de 20h l'invité. Le temps d'aborder rapidement 2 sujets pêle-mêle, les élections régionales en Occitanie dans un instant, mais juste avant, on aborde ensemble la question du cannabis. Vous êtes favorable à sa légalisation, Pierre Cabaret, et courant avril, vous avez déclaré: tous les habitants de ma circonscription sont d'accord sur le fait qu'on va dans le mur et qu'il faut agir maintenant. Prise d'opposition qui va à l'encontre de celle du président de la République, qui lui souhaite plutôt un tour de vis en la matière. On s'intéresse à ce sujet qui secoue et divise en France depuis plusieurs années, avec vous Théo Grévin. Emmanuel Macron parlait dans une interview des effets néfastes du cannabis, mais aussi des effets de glissement vers des drogues plus dures. Pierre Cabaret, pourquoi être totalement à contre-courant de l'idée des pensées du président et de celle d'un bon nombre de Français finalement? Alors, tous les habitants de ma circonscription, je ne les ai pas tous consultés. C'est ceux qui participaient aux réunions. La deuxième chose, c'est, je l'ai dit quelques jours avant que le président en parle. Donc c'est un agenda qui s'est... Mais je ne veux pas dire que j'étais... Je crois qu'il a raison. Il a raison, c'est terriblement nocif. Terriblement. Et il a raison, on peut basculer. Alors pourquoi vouloir le légaliser ? Légaliser le cannabis, j'étais foncièrement contre il y a 4 ans. Moi, le terrain, j'y suis. Je vois à quel point on peine à pouvoir vraiment avoir une action sur ces dealers. Donc, pourquoi leur laisser une manne de 1 milliard ? Le cannabis, c'est 1 milliard d'euros. Donc, on leur laisse une manne, et en plus, les gens consomment, excusez-moi du peu, mais c'est vraiment de la super merde. Les drogues prennent une molécule toutes les semaines, une molécule nouvelle toutes les semaines, les douanes, pardon. Mais justement, vous êtes sur le terrain, vous ne voyez pas les effets néfastes du cannabis ? Ah bah si, je les vois sur les effets néfastes du cannabis. Vous avez des jeunes en bas des immeubles qui les vendent, et des gamins qui sont complètement séduits par ça, et vous avez un argent énorme dans ces ce sont pas des cités, dans ces quartiers, parce que avant il y avait des cités, maintenant c'est par quartier. On voit que ça s'étend et c'est des petits quartiers. On avait l'hypermarché, maintenant c'est la supérette. C'est facile, même dans votre boîte aux lettres, vous pouvez vous en faire livrer. Donc il faut bien réagir, et peut-être ce serait intéressant de voir que le Portugal a fait cette action-là il y a 2 ans, et visiblement, ils sont en baisse de consommation. Et surtout, on a des drogues qui sont pourries. Alors, on va pas leur mettre de la bonne drogue, ça n'existe pas. Mais on va avoir la certitude que les gens qui achètent dans des bureaux de tabac ou ailleurs ont quand même un produit contrôlé. Et deuxième chose, on a 1 milliard. Et bien, moi, ce milliard... Excusez-moi, mais au lieu de le laisser à ces espèces de bandits qui organisent, mafieux qui organisent dans les quartiers de véritables esclaves qui vendent ça... Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas préserver tous ceux qui n'ont pas encore touché au cannabis ? Mais c'est pas parce qu'ils n'y ont pas touché c'est pas parce qu'il est en vente libre qu'on aura une... Oui, mais l'interdiction fait que certains n'iront pas vers cette drogue. Ah oui, alors vous que pensez, si vous légalisez, on est le les pays, jeunes vont peut-être plus aller on est vers le pays en Europe qui en consomme le plus. Pour l'instant, même on en consomme plus que les pays qui l'ont légalisé. Et la consommation, selon vous, si on légalise, ne pourrait pas augmenter ? D'abord, on peut faire une loi qui évalue ça pendant 2 ans,
Une loi n'est pas figée. On peut faire l'évaluation de cette loi 2 ans après, revenir dessus si tel était le cas, mais en tout cas ce milliard le consacrer, à la prévention, parce qu'il faut éduquer les gens. On parle du cannabis, mais à l'école on vous a parlé du cannabis ? Je crois qu'il faut éduquer les jeunes. Moi j'ai une petite fille de 12 ans, vous croyez que je lui en ai pas parlé, que ses parents lui en parlent pas, évidemment, et tous les gamins n'ont pas cette chance-là. Alors je crois que ça, et ce milliard, il faut le passer, non pas dans les petits rusés et les bandits de quartier, mais il faut le passer dans l'éducation. Selon vous, là encore, tout passe par l'éducation. On passe maintenant au régional en Occitanie. La République En Marche, qui a parachuté des ministres dans beaucoup de territoires, fait confiance à un candidat indépendant, Vincent Terrail-Novès, en 4e position dans les sondages. Pourquoi l'exécutif n'a pas envoyé un poids lourd de LREM ? D'abord, je pense que l'exécutif fait confiance d'abord à l'ensemble des personnes qui ont été investies. Après, ce sont des choix de ces personnes-là qui vont aider dans le Nord, dans des situations bien particulières. Et là, je ne rentrerai pas. Moi, je ne suis pas candidat ni au départemental ni au régional. Nous avons un candidat qui s'appelle Vincent Terrail-Novès, que je soutiens bien entendu, et qui saura faire ce qu'il doit faire si jamais il est en position défavorable au 2e tour. C'est-à-dire fusionner possiblement avec la liste d'Aurélien Pradier, par exemple, le député Les Républicains ? Moi, je ne vois d'inconvénient à fusionner. Oui, il faut savoir fusionner à un moment donné, bien entendu. Fusionner avant même le second tour ? Fusionner avant même le 2e tour ? Le second tour ? Ça, c'est pas mon choix. Je saurais pas vous dire si vraiment c'est un choix extrêmement politique. Je me suis pas penché sur cette idée-là. Ce dont je suis sûr, c'est que si ce choix permet de limiter l'adhésion des personnes et de proposer un projet qui limite l'adhésion au Front National, oui, je pense que dans ces cas-là, c'est pourquoi pas l'envisager. Et Vincent Terrail-Novès est cependant un ancien adhérent Les Républicains. Il est investi par La République En Marche. Vous n'avez pas peur que l'AREM soit encore associée, qu'on dise encore La République est totalement de droite ? Vous avez des gens sur sa liste qui ne sont pas nécessairement de droite ni de gauche. Vous avez de la société civile, vous avez tout un tas de personnes qui se débattent. Moi, je crois qu'effectivement, la tête de liste, c'était une personne qui était aux Républicains il y a 2 ans. Ça prouve que finalement, on évolue sur une forme d'ouverture qui fait qu'il peut donc rassembler autour de son nom. Merci Pierre Cabaret. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h55 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Il nous reste encore quelques minutes ensemble, Pierre Cabaret, dans cette édition de 20h l'invité. Le temps de vous poser la question auditeur. Au fil de cette émission, nos auditeurs ont réagi et nous avons sélectionné une question. C'est celle de Thomas qui rebondit sur vos propos au sujet de l'élection présidentielle tenue tout à l'heure. Vous avez déclaré que 2022 ne sera pas la victoire de La République En Marche, mais qu'il faut dépasser les partis comme le président Macron l'a fait en 2017. Thomas demande, vous suivrez donc la majorité coûte que coûte, quelle qu'elle soit. N'est-ce pas un manque de conviction ? Alors, s'il y a bien une personne qui a des convictions et qui les affirme, c'est bien moi. Je crois. Mais alors, comment les affirmer quand on a l'air d'accord et ouvert à tout le monde ? Non, je suis ouvert à cette forme de débat qui fait que, à l'intérieur d'un même cercle, on a des personnes qui discutent et qui peuvent discuter de choses dont elles sont pas immédiatement d'accord, pour lesquelles elles ne sont pas immédiatement d'accord, mais qui peuvent trouver, non pas des consensus, mais des formes qui puissent Et ça, c'est possible, même pour un projet présidentiel ? Moi, je trouve que ça devrait l'être, en tout cas, et j'espère que ça va l'être. Mais... Merci, Pierre Cabaret. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h57 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Pour finir cette émission avec vous, Pierre Cabaret, on dresse ensemble l'agenda politique de la semaine à venir, les événements les plus importants du monde politique pour les 7 prochains jours. Et jeudi, Emmanuel Macron sera en visite au Rwanda, puis en Afrique du Sud. Aujourd'hui, 2 figures de l'opposition au Rwanda ont dénoncé le silence du président français sur la question des droits humains dans leur pays. Quand on connaît l'implication de la France dans le génocide rwandais ou encore son influence sur le continent africain qui est parfois très critiquée. Aujourd'hui, au Mali,
Mali, le président et le Premier ministre ont été arrêtés par l'armée. Est-ce que la France doit être plus présente sur le continent africain ou au contraire se retirer un petit peu? Ah non, la France a vraiment une présence et doit avoir une présence forte sur le continent africain et sur le Rwanda précisément. Moi j'ai eu l'occasion de représenter la France pour le planning familial au Rwanda. C'est un énorme pays et qui nous montre une démocratie prégnante. Donc ils sont à la fois pour l'environnement, et ça je vous ai oublié de le signaler, mais je suis aussi vice-président de France Écologie, donc une écologie un peu différente puisqu'elle allie à la fois l'environnement et à la fois l'économie, donc on peut pas dire. Mais je veux pas vous laisser et quitter cette émission sans moi vous avoir posé une question, je vous l'avais dit. Alors, ce sera dans une seconde. On continue juste l'agenda politique parce que je dis toujours, le Conseil des droits de l'homme sur le conflit israélo-palestinien se réunit pour apporter une solution durable aux tensions des dernières semaines entre les deux camps. Avant le cessez-le-feu conclu la semaine dernière, il y a eu 232 Palestiniens qui ont été tués. 12 Israéliens ont également trouvé la mort dans les affrontements. Est-ce que vous considérez que la réponse de la France a été assez forte pour faire cesser les violences? Moi, je considère que la réponse de la France a été adaptée. D'abord, les violences ont cessé. C'est pas la peine de remettre de la violence sur la violence, c'est de remettre des choses sur les choses. En plus, c'est pas la peine de faire nécessairement une ingérence dans un conflit qui est extrêmement difficile sur des points précis. Alors, est-ce que la France n'est pas assez dure avec Israël, parce que le combat est quand même assez déséquilibré entre la puissance israélienne et les civils qui sont présents en Palestine? Oui, alors le combat peut nous paraître déséquilibré effectivement lorsqu'on est assis sur notre fauteuil comme ça en France, parce que on est dans un pays extrêmement démocratique et qui n'est pas en danger permanent. Je crois que aujourd'hui on a des objectifs politiques, et israéliens et palestiniens ont des objectifs politiques très différents, et on n'imagine pas quand même que ce pays est assis sur une difficulté en tout cas. Et en tout cas, moi j'ai été en Israël, j'ai été reçu là-bas. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile que ce que l'on peut imaginer assis dans son fauteuil, à la fois pour les Palestiniens et à la fois pour les Israéliens. Mais je crois que condamner Israël, non. Ça, jamais. Merci Pierre Cabaret. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Merci à vous, Pierre Cabaret. Je vais vous donner l'occasion de poser votre question très rapidement, si vous le voulez. Eh ben, écoutez, moi j'aimerais poser une question qui est en rapport avec notre début. Aujourd'hui, si un homme vient vous dire et vient se plaindre et vient déposer plainte en disant « cette femme m'a touché les fesses », est-ce que ça va vous faire rire ou pas? Moi pas. Est-ce qu'il y aura un équilibre ou pas? Bon, voilà. Ce sera votre déclaration, votre défense donc dans cette affaire qu'on a évoquée. En tout cas, votre déclaration par rapport à cette affaire dont vous êtes accusé pour l'instant, mais on le rappelle, vous êtes présumé innocent, comme tout le monde. Et je vous garantis, je le suis d'ailleurs. Eh bien, très bien. On le verra dans quelques temps. Je rappelle que vous êtes donc député La République En Marche de la première circonscription de Haute-Garonne. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions lors de cet entretien. Merci à ceux qui nous ont aidés aussi à préparer cette émission. Même s'ils ne sont pas présents en studio aujourd'hui, Axel Rebaud, Manon Blangis, Adrien Hardy et Raphaël Bardena. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Manon Blangis à nouveau aux commandes, toujours de 20h à 21h pour une heure de direct avec un nouvel invité, le député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. D'ici là, prenez bien soin de vous. Il est 21h01 sur Fréquence ESJ It's and Talk. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.